Au cœur de l'État marocain, on trouve une figure absolument centrale, le roi. Mais attention, son rôle est loin d'être simple. La Constitution de 2011 lui donne en quelque sorte un double visage. D'un côté, il est l'arbitre en temps de paix, et de l'autre, il devient le gardien en temps de crise. Aujourd'hui, on va regarder de plus près comment fonctionne cette fascinante dualité du pouvoir. La grande question, c'est donc celle-ci. Comment est-ce qu'une seule et même personne peut à la fois assurer le fonctionnement normal des institutions et en même temps être le recours ultime quand tout menace de s'effondrer? C'est tout le mécanisme qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour bien comprendre ce double rôle, il faut d'abord saisir quelque chose d'essentiel, le statut du roi. Il n'est pas juste un chef d'État parmi d'autres. La Constitution en fait la véritable clé de voûte de tout le système. C'est un pilier qui repose sur 3 fondations, l'autorité politique, l'autorité religieuse et l'autorité symbolique. Allez, on regarde ça en détail. D'abord, la dimension religieuse. Le roi est Amir al-Mouminin, le commandeur des croyants. Concrètement, ça veut dire qu'il est la plus haute autorité religieuse du pays. C'est lui qui préside le Conseil supérieur des oulémas, l'instance qui gère les grandes questions religieuses. Et ça ancre très profondément la monarchie dans l'identité spirituelle de la nation. Ensuite, il y a sa casquette politique et symbolique. En tant que chef de l'État, il est bien sûr le représentant suprême de la nation. Mais son rôle le plus crucial, c'est peut-être celui de garant. Il incarne l'unité du pays, bien au-dessus des partis politiques, et il est là pour assurer que l'État continue d'exister quoi qu'il arrive. Et enfin, il est l'arbitre suprême. Et là, c'est sans doute son rôle le plus délicat. Sa mission, c'est de s'assurer que tous les pouvoirs, que ce soit le gouvernement, le parlement ou la justice, fonctionnent bien ensemble, en harmonie, et surtout dans le respect de la Constitution. C'est le gardien de l'équilibre. Ok, maintenant qu'on a posé les bases de son statut, voyons comment ses pouvoirs s'exercent au quotidien, quand le pays fonctionne normalement sans crise majeure. C'est là qu'on voit très bien comment il interagit avec les autres institutions. Prenons un exemple très concret, la formation du gouvernement. Le processus est limpide. D'abord, il y a les élections législatives. Ensuite, le roi nomme le chef du gouvernement. Mais attention, il le choisit au sein du parti arrivé en tête. C'est un principe démocratique qui est au cœur de la Constitution de 2011. Puis, c'est sur proposition de ce chef que le roi nomme les autres ministres. Et c'est lui qui préside le Conseil des ministres, là où sont prises les grandes décisions stratégiques. Mais ça ne s'arrête pas là, loin de là. Le roi est aussi le chef suprême des forces armées. C'est l'acteur principal de la diplomatie marocaine, celui qui accrédite les ambassadeurs et qui ratifie des traités internationaux. Et côté législatif, c'est lui qui promulgue la loi via un acte qu'on appelle le daïr. C'est sa signature qui rend la loi applicable. Mais alors, est-ce qu'il peut attendre autant qu'il veut pour promulguer une loi? Non. Et là, le chiffre à retenir, c'est 30. La Constitution est très claire. Une fois qu'une loi est votée par le Parlement, le roi a un délai de 30 jours pour la promulguer. C'est un mécanisme essentiel qui encadre son pouvoir et qui assure que le processus législatif ne soit pas bloqué. Allez, on passe maintenant au second rôle, celui qui se révèle uniquement lorsque la stabilité du pays est menacée. C'est là que tout change. Le roi quitte son costume d'arbitre pour endosser celui de gardien de la nation en temps de crise. Et le contraste entre les deux situations est saisissant. En temps normal, le pouvoir est partagé. La plupart des actes du roi doivent être contresignés, c'est-à-dire validés par le chef du gouvernement. C'est un garde-fou. Mais en état d'exception, ce garde-fou est suspendu. Le roi peut agir directement, seul, pour restaurer la stabilité. C'est une énorme concentration de pouvoir, mais elle est pensée pour être temporaire. Bien sûr, tout ça n'est pas improvisé. C'est très encadré par un article précis de la Constitution, l'article 59. Il peut être activé quand l'intégrité du territoire est menacée ou bien quand le fonctionnement normal des institutions est complètement interrompu. On peut voir ça comme le bouton d'urgence de la Constitution. Mais, et ça c'est un point absolument crucial, ce pouvoir exceptionnel n'est pas un pouvoir absolu. Pas du tout. La Constitution a prévu des verrous de sécurité très clairs. Durant l'état d'exception, le Parlement ne peut pas être dissous, les droits et les libertés fondamentales des citoyens sont garantis, et si la situation doit durer plus de 30 jours, il faut l'approbation du Parlement. Ce sont des garanties essentielles. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette architecture? Eh bien, que le système constitutionnel marocain est fondé sur un équilibre. Un équilibre complexe entre une monarchie très active, qui est là pour garantir la stabilité, et des institutions démocratiques qui ont de plus en plus de poids. Cette phrase résume à la perfection la philosophie de la grande réforme de 2011. C'était une modernisation. On a renforcé le rôle du chef du gouvernement, on a renforcé le rôle du Parlement tout en consolidant la position du roi comme pilier central et comme garant ultime de la stabilité du pays. Et on termine sur cette question qui reste ouverte. Ce modèle, qui confie à un arbitre suprême la responsabilité finale de la stabilité, ça nous interroge forcément sur la nature même du pouvoir.
C'est un équilibre délicat entre autorité et démocratie, une architecture politique qui a été conçue pour un contexte bien spécifique. La réflexion, elle, reste ouverte.